Philippe. Bonjour Fabrice. Rédacteur en chef des publications Agora. Philippe, c'est la rentrée après un été qui a été plutôt calme sur les marchés, pas de catastrophe type subprime, crise de la dette, crise chinoise. Du coup, voilà, l'été a été, je le disais, tranquille du côté des salles de marché. La rentrée un petit peu plus agitée avec quelque chose qu'on surveille en ce moment comme le lait sur le feu, c'est le niveau de l'euro face au dollar qui a pénalisé nos bourses européennes sur les dernières semaines. Oui, on peut dire que c'est le fait marquant de l'été. Pour un trader qui cherchait un peu de volat, c'était sur le Forex. Bon, l'impact sur les marchés d'actions a été quand même très atténué. Le CAC 40 n'a fait que poursuivre en fait la consolidation qu'il avait entamée le 8 mai dernier sous 5440 pour aller chercher 5000, mais tout simplement poursuivre le mouvement de décrue lente et venir épisodiquement tester le bas du canal, ce qu'on a fait. Si on rebondit, là, je verrais très bien le CAC 40 aller chercher 5150. On n'en est plus très loin maintenant. On n'en est plus très loin, effectivement. On a repassé les 5100 points. Vous attendiez quand même à cette consolidation. Vous aviez dit, voilà, c'était allé quand même un peu vite, un peu haut après le ouf de soulagement de l'élection Macron. Oui, enfin, tout était très cher, tout demeure cher. Bon, pour un gérant américain, l'été a été positif dans tous les compartiments, puisque vous vous souvenez qu'entre le mois de juin, entre la dernière intervention de Janet Yellen devant le Congrès, affirmant qu'on n'avait peut-être plus besoin de monter les taux tant que cela, on a enchaîné une série de records historiques à Wall Street. Et dans le même temps, l'euro, lui, se mettait à grimper contre le dollar. Donc on a bien gagné sur les actions européennes, quand on est un gérant basé à New York ou à Miami. Et on a très bien gagné sa vie également sur le marché américain. Donc il n'y a que des gérants européens qui peuvent se dire que c'est un petit peu en demi-teinte. Enfin, grosso modo, on ne voit se dessiner aucun véritable mouvement de consolidation. Un gérant, justement, sur le plateau de musée cette semaine, on est quand même à 4-5% de hausse, plus les dividendes environ 3%. L'année n'est pas quand même catastrophique. Personne n'a prétendu une telle chose. Alors c'est vrai qu'après l'élection d'Emmanuel Macron, on a peut-être pu succomber à une tentation de gourmandise, puisqu'on avait un CAC à plus 10, on y rajoutait les dividendes, on se disait, tiens, on est parti peut-être pour une année à 15 ou 20%. Même chose pour le marché américain, puisqu'à la mi-juillet, on était au-delà des 20, des plus 20 sur le Nasdaq. Si on se projetait jusqu'à fin décembre, on était sur une année à pratiquement plus 33, donc ça a commencé à devenir assez vertigineux. Enfin, on a tellement pris l'habitude que tout aille bien que pourquoi pas, aujourd'hui, tous les scénarios les plus hédonistes sont acceptés, ou en tout cas, plus personne ne les chasse du revers de la main en disant non, là, on est dingue. Non, mais en tout cas, alors à quoi on peut s'attendre pour la rentrée? C'est vrai qu'on a eu quelques risques, mais qui ont été balayés, risques politiques ou géopolitiques, quelques tensions. Ça n'a pas occasionné des remous de marché. On est plus focalisé aujourd'hui sur justement la politique de Trump et puis toujours les banques centrales. La politique de Trump, là, je dois dire qu'il a une chance extraordinaire. Harvey vient de voler à son secours, vous avez détesté Harvey, vous haïrez peut-être Irma puisque c'est le cyclone suivant et lui il est déjà de force 5. Enfin bon, si les dévastations climatiques continuent, rien à voir avec le changement de climat naturellement, je ne prétends pas une pareille chose, si les dévastations continuent, M. Trump va pouvoir dire au Congrès, par compassion, étendez le plafond de la dette, non plus de 100 milliards, mais de 150 ou 200 milliards, et ça passera comme une lettre à la poste. Là, il n'y aura pas de problème politique, ce qui aurait pu préoccuper les marchés. Là, on fera tout passer sur le compte des intempéries, donc je ne suis pas trop inquiet sur le relèvement du plafond de la dette. Par contre, on va continuer de créer massivement du dollar. Et quand je vois le Bitcoin qui atteint aujourd'hui 4750 $, alors certes c'est une bulle, certes c'est les tulipes du XVIIe siècle en crypto-monnaie, enfin ça traduit quand même quelque chose, je crois, une inquiétude latente par rapport à la valeur du dollar. Alors certes, le dollar rebondit, peut-être que techniquement on peut aller chercher un 18, un 17,70, mais si la fin de l'histoire c'est une poursuite de la décrue en direction des 1,25,
je crois qu'on aura quelques raisons effectivement de réviser les prévisions en Europe et les remous pourraient surgir à tout moment. Pourtant, cet euro fort, il n'est pas forcément négatif pour l'Europe. Si. Ah si, franchement. Enfin, déjà à 15% d'écart par rapport au 3 janvier où on était à 0,350, à 120, on commence quand même à masquer un petit peu, ça commence à changer la donne. À 1,25, ce qui serait on va dire, la projection de la pente actuelle du dollar jusqu'à la fin de l'année, 22 ou 23% d'écart entre le dollar et l'euro sur un an, ça serait quelque chose d'abord de jamais vu depuis que l'euro existe, mais ça serait même quelque chose de rarement vu si on prend comme référence la parité marque-dollar ou le franc suisse-dollar. Ça serait quelque chose de colossal. Est-ce qu'on pourrait avoir un Mario Draghi qui commence à taper sur la table? Alors, il n'a pas de mandat pour diriger la monnaie, mais par une petite phrase, essayer de faire refluer ou annoncer peut-être d'autres mesures? Bien sûr que M. Draghi a tout un réservoir de petites phrases. Sans évoquer la parité dollar, il lui suffit de dire qu'actuellement, des pressions déflationnistes ressurgissent. Qu'est-ce que ça veut dire, des pressions déflationnistes? Bien sûr, un euro fort, c'est extrêmement déflationniste. Donc on a bien compris le message. Si jamais ça devient son axe ou son thème majeur lors de la prochaine conférence de presse, tout le monde aura bien compris le message. Mais est-ce que ça suffirait si aux États-Unis, on continue de créer massivement du dollar? Et ben voilà, en tout cas, on va suivre ça très attentivement. On est au bout, mais on reviendra parce qu'il y a beaucoup d'actualités en ce moment, notamment. On veut quand même vous écouter sur cette loi travail. Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que on va dans le bon sens, la première mesure phare du gouvernement Macron? Alors le on, il faut savoir qui c'est. Alors si c'est le chef d'entreprise, je vois pas mal de bonnes choses. Alors de la simplification. Mon Dieu, moi qui suis aussi chef d'entreprise, on en a besoin de stabilité, on a besoin d'arrêter l'empilement des contraintes, des complexifications. Plus de dialogue dans l'entreprise, pourquoi pas? Est-ce que c'était une demande forte des salariés? J'en suis pas si sûr. En revanche, la grosse avancée, et là où les enjeux financiers sont les plus colossaux, je pèse mes mots, c'est sur, quelque part, la barémisation du licenciement de personnes qui ont une certaine ancienneté dans l'entreprise. Et là, je suis à peu près certain que l'ensemble des salariés, aucun n'aspirait à ce que la référence que constituent les prud'hommes soit d'un seul coup brutalement abaissée. J'ai fait un petit calcul pour quelqu'un qui a 20 ans d'ancienneté. Ouais. Ce à quoi il pourra prétendre auprès de l'entreprise vient tout simplement d'être abaissé brutalement et sans aucune contrepartie de 33%. J'invite tous ceux qui m'écoutent à faire les calculs. Vous verrez que je suis pratiquement sur l'ordre de grandeur. Au-delà de 20 ans d'ancienneté, on ne gagne plus un seul mois d'indemnité en cas de départ. Mais c'est un encouragement phénoménal pour les entreprises à se débarrasser de tous les gros salaires, de tous les anciens, etc., sans aucune contrepartie. Donc en fait, pour les salariés, il y a peut-être quelque chose, quelques bons aspects, effectivement, d'être plus impliqués dans les décisions du chef d'entreprise. Mais en fait, impliqués dans les décisions, mais pas en mesure de peser sur ces décisions. Donc cette loi travail, en fait, sous des dehors et des éléments de langage qui ont l'air de dire « Ah, ben regardez, on a augmenté les indemnisations chômage pour des gens qui auraient peu d'ancienneté ». Ça se joue en termes de centaines d'euros. Je prends un exemple, pour un smicard, au bout de 3 ans, licencié, son indemnité va être augmentée de 500 euros. Pour quelqu'un qui a 20 ans d'ancienneté, qui a atteint un niveau de cadre sub dans une entreprise qui est à 60-70 000 euros par an, la différence en cas de licenciement au bout de 20 ans, ce n'est pas 500 euros, c'est 50 000. Donc plus 500 d'un côté, moins 50 000 de l'autre, je pense que le gouvernement a bien fait ses calculs. C'était le coup de gueule de Philippe Béchat, justement sur cette loi travail qui vient juste d'être publiée, ces ordonnances, voilà, et peut-être une rentrée agitée, sinon sur les marchés, du moins dans la rue en France, on verra ça. Merci Philippe Béchat, le rédacteur en chef des publications Agora. Dans un instant, à la suite sur Téléfinance.